Alors, aujourd'hui, sur cette présentation, nous sommes 2 intervenants. En effet, il y a moi déjà, Benoît Fontonnier, je suis ingénieur chez CADFEM, ingénieur d'application, mécanique des structures, hein, simulation, modélisation de la mécanique des structures et spécialisé dans la partie explicite. Donc vous comprendrez bien, d'où ma présence aujourd'hui à ce webinaire. Mon objectif à moi est de vous donner, j'ai envie de dire une overview, mais avec quand même de la précision sur ce qu'est l'SDyna. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser LSDyna? Dans quelle application est-il judicieux d'utiliser LSDyna? Et ensuite, quelle est l'intégration de LSDyna au sein de la famille ANSYS? Donc ça, c'est mon objectif depuis ma position. Et je suis accompagné aujourd'hui de Charles Drault, qui lui est ingénieur chez Géodynamique et Structure. Donc Géodynamique et Structure, qui est une société cliente de CADFEM, et qui lui va vous proposer de vous montrer un de ses projets. Donc c'est-à-dire c'est une application réelle, industrielle de LSDyna dans un cadre, vous voyez, qui, pour moi, en tout cas, je le qualifierais de peut-être singulier, un peu exotique pour LSDyna par rapport à ce qu'on pourrait y penser, mais vous verrez qu'il est terriblement intéressant et qui montre vraiment l'étendue et le spectre d'applications que l'on peut avoir avec LSDyna. Alors, pour vous cerner bien, bien Charles, alors Charles est ingénieur de formation génie civil. Il est chez Géodynamique et Structure depuis 7 ans. En qualité de chef de projet aujourd'hui, il s'occupe de la validation, du dimensionnement des structures, donc du coup, génie civil, lors de chargements assez exceptionnels. Donc, on va parler, on peut avoir l'habitude de parler de séisme, mais également tornades, inondations, actes de malveillance, un crash d'avion ou des choses comme ça. Donc, moi, je vais commencer par faire mon overview, mon introduction, en une trentaine de minutes à peu près, hein. Et ensuite, Charles prendra le relais et on finira après par la session de questions-réponses, que ça soit qui me sont destinées à moi ou à Charles. Alors, je ne vais pas pouvoir commencer le webinaire sans vous présenter un peu l'interlocuteur que vous avez en face de vous, hein. J'entends par interlocuteur la société CADFEM. C'est important de savoir avec qui on est en train d'interagir. Donc, CADFEM est une société d'envergure internationale, puisqu'elle est présente dans 20 pays. Dans 20 pays avec plus de 30 agences et emploie aujourd'hui plus de 500 employés. C'est ça. Alors, à travers ces 20 pays, il y a quand même une forte densité en Europe et en Asie, un petit peu aussi en Afrique et aux États-Unis. Et parmi ces 500 employés, il y a maintenant un vrai pôle francophone, voilà, dont je fais partie, et nous sommes là aujourd'hui pour interagir avec vous et pour vous suivre dans vos activités de la simulation numérique. Alors, le pôle francophone est essentiellement situé en France, en Suisse et en Tunisie. Encore une fois, malgré ces 5 employés, CADFEM reste une entreprise familiale avec tous les avantages que cela peut comporter. En CADFEM, c'est une société qui est née dans les années 80 et qui est partenaire avec ANSYS depuis 85. Vous voyez, c'est vraiment un partenaire fort et de longue date. Depuis toutes ces années, CADFEM s'est construit une réelle solidité tant sur la spécialisation technique que sur le développement des produits ANSYS à travers le monde. Et aujourd'hui, on peut arborer ce blason de partenaire élite que l'on a grâce à cette spécificité, cette capacité technique que CADFEM a engrangée au cours de toutes ces années. Alors, CADFEM, qu'est-ce qu'on va vous proposer? Alors, le service que CADFEM propose, c'est la distribution de logiciels. Donc, on va vous fournir des licences et des logiciels. Donc, c'est vrai, notamment les logiciels ANSYS, toute la plateforme en fait ANSYS, mais à côté également, on peut aussi avoir d'autres outils qui se marient bien, qui sont en adéquation hein, pour avoir un package complet à vous proposer, comme par exemple Rocky. Rocky qui est un logiciel de simulation des particules
plutôt une méthode sans maillage, de discrete element method, soit de la DEM, hein, ce qu'on appelle, ce que CADFEM propose. Mais CADFEM a également en interne une équipe de développement qui développe des modules spécifiques à CADFEM et que l'on peut vous proposer à la distribution. Alors, avoir un outil de simulation, un software, en fait, un logiciel, c'est bien, mais pour le faire tourner correctement, il faut avoir du hardware. Il faut avoir du matériel. Donc là encore, on peut vous accompagner, on peut vous conseiller sur les configurations et sur ce qu'il faut avoir ou ne pas avoir en termes de hardware. Alors une fois que l'on a un bon logiciel qui tourne sur une bonne machine, pour faire de la simulation, ce n'est pas forcément suffisant, hein, puisqu'il faut savoir bien l'utiliser. Et c'est vraiment là où le slogan de CADFEM, la simulation est plus qu'un logiciel. Donc on ne va pas vous fournir uniquement un outil, mais on va vous fournir l'ensemble de la sphère autour de la simulation. On va vous proposer des formations inter ou intra-entreprises, donc des formations, j'ai envie de dire, génériques standards ou des formations spécifiques. Parce que ce soit vous ou vos collaborateurs, avec les outils, il faut être le plus performant possible, il faut savoir faire les choses le plus simplement, le plus rapidement, en ayant des résultats de qualité. Donc ça, c'est grâce aux formations que l'on vous propose et qu'on dispense, qu'on peut faire ce genre de choses. Après, on peut être très bon, on peut avoir reçu une très bonne formation. Il n'empêche qu'on a quand même besoin d'accompagnement au jour le jour, au quotidien, sur remonter des problèmes, remonter des questions méthodologiques, remonter des questions sur comment faire cette étude, pourquoi est-ce que là c'est comme ça, pourquoi est-ce que c'est autrement. Donc, on vous propose un support technique, là encore sur la partie francophone, que ce soit en France ou en Suisse, hein, je vous ai remis les coordonnées, que ce soit elles sont accessibles par mail ou par téléphone. Donc on vous propose un support technique tous les jours de la semaine. Après, on a aussi une réelle expertise en simulation, hein, une très forte expertise en simulation. Donc on va également pouvoir proposer des projets de consulting, mais là plus dans l'objectif de faire du transfert de compétences. Donc à la fin de ce consulting, on peut vous transférer, par exemple, on peut vous transférer les modèles, les méthodologies, et l'objectif on peut imaginer que l'objectif à terme est que vous puissiez refaire ces simulations par vous-même. Alors, quelques mots sur ANSYS. Donc ANSYS, si vous ne le connaissez pas encore, hein, ce qui est maintenant de plus en plus rare, ANSYS, c'est le leader mondial en termes d'outils de simulation. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Ici, vous avez la répartition des employés. Donc, on peut prendre interne, que ce soit entre les États-Unis, l'Europe ou l'Asie, près 6 000 employés, plus 2000 partenaires qui développent l'activité ANSYS sur tous les fronts, hein, marketing, commercial et bien évidemment technique et développement d'outils. ANSYS, c'est 45 000 utilisateurs au quotidien à travers le monde. Alors, comment expliquer ces chiffres? Déjà, c'est en partie parce que ANSYS est une réelle plateforme multiphysique. Vous pouvez le voir, hein, de nos jours, il y a beaucoup d'outils. Beaucoup de physiques, j'ai envie de dire, peuvent trouver un outil de simulation. Alors plus ou moins avancé, plus ou moins pertinent, plus ou moins. Mais de nos jours, on va trouver beaucoup de physiques qui peuvent être simulées. Et ANSYS, on va retrouver chez ANSYS un outil devant chacune des physiques à peu près qu'on peut simuler. Et donc, il en découle que ANSYS est présent dans quasiment toutes les industries utilisant de la simulation numérique aujourd'hui, depuis la classique automobile jusqu'aux semi-conducteurs ou à l'industrie chimique. Voilà. Alors, j'en ai fini avec la présentation de CADFEM et de la plateforme ANSYS. Hein, vous voyez, c'était vraiment un coup d'œil très rapide pour que tout le monde ait les informations nécessaires. Maintenant, on va commencer le webinaire en tant que tel. Donc, le webinaire qui se nomme la dynamique explicite avec ANSYS LS-DINA. Donc, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un peu le spectre d'application de LS-DINA, qu'est-ce que LS-DINA et dans quel cas on peut l'utiliser, on doit l'utiliser.
Ensuite, vous savez que probablement que la société Lesina est maintenant intégrée, a été rachetée par Ansys, donc il est complètement intégré à Ansys. Donc, je vous présentais l'intégration de Lesina au sein de la famille Ansys. Et on aura quelques aperçus de ci et là sur des choses un peu plus exotiques, hein, comme des méthodes de simulation sans maillage, hein, pour de la fracturation, de la séparation de la matière ou encore des interactions flux-structure. L'analyse dynamique avec Ansys. Alors, je parle vraiment là avec Ansys parce qu'on va parler d'analyse dynamique. Donc, c'est important de fixer. Depuis tout à l'heure, je vous ai parlé d'analyse dynamique, d'analyse explicite, de la dynamique explicite, de la dynamique rapide, peut-être j'ai dit. Bon. Là, ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est qu'on va, on va s'attacher à résoudre cette équation qui est ici, en fait, hein, ce qui est l'équation globale du mouvement. Globale, pourquoi? Parce qu'elle va prendre en compte la masse et l'accélération, la vitesse et l'amortissement, la raideur et le déplacement, et bien sûr les forces externes. Et en plus, vous voyez ici un petit t. Donc en plus, tout ça va varier dans le temps, hein, pour que ça soit, histoire que ce soit pas trop simple. Donc on est vraiment sur un régime qui est transitoire et pas un régime qui est stationnaire. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de résoudre cette équation-là. Alors dans ANSYS, comment est-ce qu'on peut faire? Je parle ANSYS au sens global, hein, toute la plateforme. Comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre cette équation? La méthode, j'ai envie de dire historique de ANSYS, hein, c'est la méthode implicite. Et on peut résoudre cette équation avec des méthodes qui sont dites implicites. C'est ce que vous retrouvez dans TIS qui s'appelle Transient Structural. Donc ça, c'est une méthode qui est implicite. Une autre façon de résoudre cette équation, c'est les méthodes explicites. Alors là, dans ANSYS, dans l'environnement ANSYS, vous avez deux outils qui vous permettent de résoudre explicitement ces équations. C'est l'outil, j'ai envie de dire, un peu historique, qui est explicite dynamique, qui est qui provient de Autodyn en fait et qui a été réimplémenté, modifié pour être complètement intégré ici dans cet environnement. Et vous avez Ansys LSDynA ou Workbench LSDynA selon les noms, hein. Et enfin, vous avez une dernière chose qui est possible d'être utilisée, voilà, c'est de la mécanique des corps rigides, la multi-body simulation ou multi-body system. Donc là, c'est pour modéliser tout ce qui va être plutôt cinématique, séquence de mouvement. Et donc là, on va avoir encore deux outils, un qui est historique, Rigid Dynamics, et un qui est plus récent, Ansys Motion. Alors maintenant qu'on a un peu le vocabulaire des différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour résoudre l'équation de la dynamique, l'équation du mouvement, pour résoudre du transitoire en fait, quand est-ce qu'on va utiliser l'un plutôt que l'autre? On va faire une distinction là, premièrement, entre implicite et explicite. Dans l'implicite transitoire, on va surtout pouvoir simuler des phénomènes qui peuvent être relativement longs, mais surtout qui ne sont pas très rapides à exécution. C'est-à-dire qu'on va pas avoir des vitesses de déformation trop importantes, où on va avoir un spectre fréquentiel qui est induit dans le mouvement, qui a des fréquences trop élevées. On peut avoir bien sûr de la linéarité ou de la non-linéarité, hein, ça n'empêche pas. A contrario, on a la méthode explicite qui, elle, va être vraiment faite pour les phénomènes qui sont très courts, mais très intenses. J'entends par là avec des fréquences élevées ou avec des vitesses de déformation très importantes. Bien évidemment, on va pouvoir faire de la non-linéarité. Et là, typiquement, on va penser au crash ou à l'impact. Alors, ce qui est un petit peu à côté, hein, ce que je vous dis, c'est la dynamique multicorps. Là, on peut faire des événements qui sont courts ou longs. Par contre, il faudra rester sur des vitesses qui sont relativement modérées, hein, avec des fréquences qui sont relativement basses. Et là, c'est vraiment pour faire de la séquence de mouvement ou de la cinématique, hein, si vous avez des enchaînements cinématiques, si vous avez des séquences de mouvement, utilisez ces logiciels de corps rigide, ça fonctionne très bien. Alors, quelques exemples d'applications pour les différents types de simulations. Ici, on va aller, j'ai envie de dire, du plus lent au le plus lent, le plus linéaire, jusqu'aux choses rapides et complexes en termes de non-linéarité. Donc ici, sur la partie statique, donc ça, c'est ce qu'on va faire, traditionnellement avec Ansys, par exemple, en statique, hein, static structural. On va étudier la tenue structurelle de la structure. Enfin, ici, il y a de la dynamique linéaire. Donc là, on va rester sur une hypothèse de linéarité. On va étudier le comportement vibratoire de notre structure. On peut faire aussi avec les méthodes implicites du quasi-statique, hein. Le quasi-statique,
Le quasi-statique peut être modélisé avec des méthodes implicites. Ici, c'est un exemple de formage. Et on peut faire un petit peu, mais on voit ici qu'on arrive aux limites de l'implicite, en fait, des choses qui sont transitoires, donc comme du drop test. Mais là, on arrive vraiment aux limites. Et là, on peut se poser la question de est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut pas faire, est-ce que c'est judicieux ou non de le faire en implicite, parce qu'on voit qu'on arrive aux limites et pas le curseur qui est là, exactement où est-ce qu'il faut le placer. Ça, c'est une question qu'on peut se poser. A contrario, les méthodes explicites, en termes d'exemples d'application, vont être très bien faits pour faire tout ce qui est impact et choses comme ça. Là, on ne se pose pas la question, on sait qu'on peut le faire, il n'y a pas de problème. Là où on va commencer à se poser des questions, là où on va se dire où faut-il mettre le curseur, c'est qu'on va arriver sur des choses qui sont lentes en fait. Du quasi-statique, dans l'absolu, on peut le faire en explicite, on verra pourquoi après. Mais après, il faut qu'on s'entende sur ce qu'est le quasi-statique et selon le cas qu'on a à faire, est-ce que l'on peut le faire ou pas, notre application quasi-statique. Et bon, tout ce qui est statique et linéaire dynamique, ça, on va laisser ça au monde de l'implicite qui le fait très bien. On a déjà assez de choses à voir ici. Alors, pour bien comprendre ce que je viens de vous raconter et pourquoi je vous l'ai raconté, je vous propose une brève vue sur la théorie. Classiquement, l'équation du mouvement en statique, elle est KU égale F. C'est relativement simple. C'était une petite résolution matricielle et c'est bon. Alors qu'avec Elzina, sur la partie explicite, on va toujours résoudre l'équation au global. Donc, avec le MU point point plus CU point plus KU égale F. Et la grosse différence, il y a deux grosses différences, je vous ai dit tout à l'heure, on a le temps. Donc là, le temps va être une réelle variable et on va pouvoir savoir à 10 millisecondes, à 12 millisecondes, à 150 millisecondes, comment est notre structure. Donc c'est un temps physique. Et l'autre chose qui est importante, c'est ce terme-là, le MU point point. En fait, on va prendre l'inertie en compte, on va prendre la masse en compte. Donc vous imaginez bien une structure, lorsque vous la déplacez, une structure, une règle très, très souple, vous la déplacez lentement, elle ne va pas forcément se courber, alors que si vous la déplacez rapidement, l'inertie va faire que la flèche sera beaucoup plus importante. Donc vous comprenez bien là, la différence entre les deux équations. Et avec Elzina, en explicite, on va toujours résoudre cette équation-là. Alors, cette équation-là, elle doit être résolue de façon, c'est une équation différentielle qui doit être résolue de façon numérique. Donc, il va falloir discrétiser tant spatialement que temporellement cette équation pour obtenir l'état cinématique de notre structure à chaque pas de temps. Et l'état cinématique, ce sont les vitesses, les déplacements, les accélérations, et de ça, on va retrouver les contraintes de déformation, les forces, ça j'ai envie de dire de façon classique en fait. Je vous parle depuis tout à l'heure de implicite explicite, mais quelle est la différence entre l'implicite et explicite? On peut faire les deux avec ANSYS. On a des méthodes implicites, on a des méthodes explicites. Ce que je voudrais bien que vous compreniez, c'est quand est-ce qu'on utilise l'un plutôt que l'autre. Et donc pour ça, on va regarder d'où proviennent ces deux équations. Ce qu'on connaît, c'est l'état de notre structure à un instant t. Ce qu'on veut connaître, c'est l'état de la structure à l'instant tn plus 1. Donc on veut faire ce saut qui est ici. Si l'équation d'avant, de la dynamique, on l'écrit à l'instant tn plus 1, on va pouvoir s'apercevoir que lorsqu'on va dérouler cette équation, on va la réécrire pour la résoudre, on va naturellement arriver à une méthode qui est dite implicite. Si par contre on écrit l'équation à l'instant tn, naturellement qu'on va écrire l'équation, on va arriver à une résolution qui est dite explicite. Alors quelle est la différence entre les deux? Le schéma implicite, on va arriver à la fin à cette équation qui est ici. Cette équation qui est ici, on voit que il faut absolument une résolution qui est matricielle. Alors pourquoi cette résolution est matricielle? Parce que il va falloir qu'on trouve le cas n plus 1 qui est fonction du n plus 1. Donc on ne peut pas connaître l'état cinématique, j'ai envie de dire, à l'état n plus 1 sans faire une résolution matricielle. Donc en fait, l'état cinématique à l'état n plus 1, on le connaît, mais on le connaît de façon implicite. On le connaît implicitement, d'où le nom de la méthode implicite. Alors ce qui fait que à chaque pas de temps, quand on veut passer du n à n plus 1, il va falloir faire un vrai effort de calcul, parce qu'il faut faire la résolution matricielle. Et en plus, la résolution matricielle, ça va nous demander
un besoin en RAM, en mémoire de l'ordinateur assez élevé. A contrario, on a le schéma qui est explicite. Donc à la fin, quand l'équation de mouvement écrite en Tn, on la résout, on va être amené à résoudre cette équation. Et là, vous voyez qu'on connaît tous les termes, sauf un plus 1, mais c'est ce que l'on cherche, donc pas de problème. Donc en fait, on connaît explicitement un plus 1, on connaît explicitement l'état cinématique à l'état n plus 1. Et donc, ce qui veut dire qu'à chaque pas de temps, on n'a pas de résolution matricielle à faire, donc à chaque pas de temps, on a un effort de calcul à faire qui est relativement faible et un besoin de mémoire qui est là, lui aussi, relativement faible. Alors vous allez me dire, bah, il n'y a pas photo entre les deux, bah, j'utilise toujours l'explicite. Oui, ça c'est vrai, ça pourrait être bien, sauf qu'il y a quand même un petit mais, c'est sur, les conditions de stabilité. Le schéma implicite, lui, est dit inconditionnellement stable. C'est-à-dire que peu importe le pas de temps que vous allez prendre, peu importe le delta t que vous allez prendre, le pas de temps sera toujours, la résolution sera toujours stable. Vous aurez toujours un résultat. Il ne va jamais diverger. Mais on peut avoir d'autres problèmes qui sont des problèmes de convergence. Les gens qui font du calcul implicite le savent très bien. On peut avoir des problèmes de convergence. C'est-à-dire qu'on a des non-linéarités qui apparaissent. Hein, je pense notamment aux non-linéarités de contact. Il faut descendre le pas de temps, il faut réduire le pas de temps pour arriver à une solution qui converge. Donc, on va avoir des problèmes de convergence. Et une autre chose, c'est si on modélise en implicite des phénomènes qui sont rapides, avec des fréquences assez élevées, ben, il va falloir échantillonner à la fréquence que l'on souhaite observer. Si on a un pas de temps qui est plus grand, on va louper des informations. L'échantillonnage ne sera pas bon. Donc là, le pas de temps va être imposé par la physique. Alors que en schéma explicite, on a vu tout à l'heure que c'était bien parce que ça ne prenait pas beaucoup de temps de calcul, pas beaucoup d'efforts, pas beaucoup de RAM. Mais par contre, on dit que le schéma explicite est conditionnellement stable, c'est-à-dire qu'il va dépendre d'un pas de temps. Le pas de temps ne pourra pas être trop petit. Si le pas de temps est trop grand, si on est trop gourmand, on va avancer trop vite, alors on va avoir des problèmes de divergence. Donc on dit que le schéma implicite est inconditionnellement stable, alors que le schéma explicite est conditionnellement stable. Si je fais une brève aparté sur les différents schémas, sur le pour et le contre du schéma explicite, l'avantage du schéma explicite, ben, c'est on peut gérer très facilement les non-linéarités. C'est naturel. Du moment qu'on utilise un schéma explicite, les non-linéarités peuvent être gérées. On peut les prendre en compte. On va également prendre en compte naturellement toutes les fréquences, puisque on a des pas de temps qui doivent être très petits. Donc on va pas forcément être embêté par l'échantillonnage. On sera forcément très petit. Ensuite, le fait que ça demande peu de RAM, c'est aussi un avantage, puisqu'on n'a pas besoin de disques énormes. Par contre, ça demande beaucoup de CPU, parce qu'on va faire beaucoup de petits pas, si vous voulez. Et donc, quand on a beaucoup de CPU, c'est très facile à paralléliser. Donc, on a un process qui est parallélisable très facilement. Les inconvénients, c'est qu'avec la méthode explicite, on ne peut faire que du transitoire. Donc, si dans le système qu'on veut modéliser, les effets d'inertie, la déformation due à l'inertie n'est pas à prendre en compte parce qu'il n'existe pas, alors il va falloir faire attention de faire ça relativement lentement. Ensuite, il y a aussi des critères sur le maillage, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il faut un pas de temps minimum. Ce pas de temps critique est dérivé de la taille des mailles et du matériau aussi, mais surtout de la taille de mailles sur l'ensemble du modèle. Donc, il n'est pas question de faire un maillage très raffiné à un endroit parce qu'on veut s'intéresser aux contraintes et très grossier, ou enfin pas grossier parce que ça irait, mais un maillage qui n'est pas forcément très qualitatif à un autre endroit, puisqu'au risque de se retrouver avec des éléments très petits et qui vont nous imposer un pas de temps très très faible inutilement. Quelques notions maintenant sur LSDINA. Un peu d'histoire pour savoir ce qu'est LSDINA. LSDINA, initialement, c'était dans un contexte universitaire de laboratoire, qui s'en appelait ça DINA 2D ou DINA 3D selon. Et en 88, ça a été commercialisé par la société LSTC. Vous voyez,
C'est comme Ansys, Alesina. C'est vraiment un des produits qui voit le développement de la simulation numérique depuis les années 80, donc depuis le début de la simulation numérique, j'ai envie de dire, depuis le début de la simulation numérique industrielle. Donc c'est un produit qui est historique. En 96, les deux sociétés ont tout de suite vu l'intérêt qu'ils avaient à avoir une collaboration. Et cette collaboration s'est concrétisée en 2019 par le rachat de LSTC par Ansys. Il faut bien voir que l'ESDINA, c'est juste, entre guillemets, un noyau de calcul. C'est un programme. On lui donne des inputs et un programme qui tourne. Le programme s'appelle LSDINA et il nous sort des outputs. Ça, c'est LSDINA, c'est le noyau de calcul. Il n'y a pas d'interface graphique. Les fichiers d'entrée, pour les créer, on peut les créer à la main, mais bon, ça peut être très compliqué. Donc, il nous faut souvent des logiciels pour créer ces inputs. Hein. Classiquement, c'est LS-Prepost, mais il y en a d'autres. Il y a ANSA, par exemple. Et nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est Ansys LSDINA. Donc, LSDINA est le noyau et le solver historique très puissant. Et on intègre ça dans un environnement graphique, là également très performant, qui est Ansys LSDINA. Pour le post-traitement, c'est la même chose. On va avoir la sortie, on peut avoir en sortie des fichiers ASCII qui peuvent être lisibles, mais si on gère tout ça sur Excel ou sur Notepad, ça peut être très compliqué. Donc il faut aussi des outils. Donc là, pareil, il y a toujours LS-Prepost qui permet de faire ça, mais il y en a d'autres. Hein. ANSA, Insight, Animator. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire aussi ça dans l'environnement Ansys, et avec toute la puissance de l'environnement Mechanical. C'est ce qu'on va ici appeler du coup Ansys LSDINA. Alors LSDINA, depuis tout à l'heure, on vous dit c'est un noyau de calcul dur, rentre dans le dur, qui fait de l'explicite. Alors il fait de l'explicite, oui, parce qu'il fait de l'intégration temporelle explicite, qui peut faire ça quasiment que du transitoire. Mais LSDINA, c'est comme une plateforme, si vous voulez. Il y a également un solver qui est implicite. Alors, le solver implicite n'a pas forcément la même vocation qu'Ansys à faire pour de l'implicite. Là, on va plutôt utiliser LSDINA implicite pour faire du pré-calcul ou du post-calcul après une phase explicite, après une phase transitoire. Vous voulez, par exemple, je prends l'exemple, pré-contraindre une structure avant de l'envoyer sur un mur. Bon, oui, on va d'abord pré-contraindre tous les boulons, puis ensuite, on va faire un crash, par exemple. Ou vous voulez être certain que vous n'avez pas oublié de connexion à droite à gauche sur un modèle qui est très compliqué, on fait une petite analyse modèle. Ça coûte pas cher et ça donne de bons résultats. Ça donne une bonne vision de la structure. Ça, c'est si on reste sur la partie mécanique, mais LSDINA, la plateforme, j'ai envie de dire plateforme LSDINA, c'est également ouverte à d'autres physiques. Donc on peut résoudre de la thermique et donc du couplage thermomécanique. Mais LSDINA peut également faire du fluide en interne, notamment pour faire de l'interaction flux-structure. Donc là, on pourrait y revenir si vous le souhaitez, mais il y a plusieurs façons de faire l'interaction flux-structure. On a des méthodes sans maillage et on a également une partie électromagnétisme. Et le couplage entre tout ça, on peut faire du thermomécanique, on peut faire du électromagnétique, mécanique, on peut faire l'interaction flux-structure avec la thermique sur les structures ou des choses comme ça. Alors maintenant, voilà, vous avez à peu près bien saisi la différence implicite et explicite. Quand est-ce qu'on fait l'un, quand est-ce qu'on fait l'autre. Vous avez bien compris ce qu'est LSDINA, c'est un noyau de calcul qui, nous, on vous propose de l'intégrer dans un environnement moderne et performant qu'est Mechanical. Maintenant, quelques exemples d'applications. Alors, j'ai envie de dire, c'est le classico des classiques pour Ansys. LSDINA, c'est la dynamique à court terme avec beaucoup de non-linéarité. Donc typiquement le crash de voiture. Hein. Un crash de voiture, ça se fait, on va dire, autour des 80 millisecondes à peu près, un crash de voiture jusqu'à 150 sous du retour élastique bien comme il faut, et puis des mannequins, etc. Mais voilà, donc c'est quelque chose de relativement court avec de très grandes non-linéarités, qu'elles soient matérielles, de contact, des contacts qui s'ouvrent, qui se ferment, avec des géométries, de la plasticité. Une autre chose qui est quelque chose de très classique pour LSDINA, pour l'explicite, c'est répondre à la question de « et si mon mécanisme se casse ?» S'il y a rupture de mon mécanisme, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez très bien, ici le rotor, on a simulé la rupture du rotor et on a vu qu'on voit comment le rotor va venir impacter le stator
Et on voit, et là, on va même modéliser de la rupture de la matière, en fait, hein. Voilà, sur des choses qui sont encore un petit peu plus exotiques avec des méthodes SPH. Ça, c'est des choses qui sont normatives et qui sont demandées pour l'aéro, hein, de l'impact d'oiseau, hein, du bird impact. Donc là encore, ce sont des choses avec des déformations très importantes. Là, ce sont encore de la dynamique à court terme, avec des petites déformations, mais des grands déplacements. Vous voyez, typiquement, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer de faire avec une mécanique des corps rigides, mais il y a quand même une spécificité, c'est que l'ensemble de cette structure va être induite, va être réglé par rapport à la raideur de cette pièce. Donc, c'est quand cette pièce va se déformer que ça va venir déclencher le mécanisme. Et ensuite, on a une autre chose, c'est qu'on est ici, on a un contact initial, et on a un contact ici qui va se fermer de façon très rapide, très soudaine. Donc c'est pour ça ici, on a fait ça avec une méthode explicite et non pas un sysmotion, par exemple. Là, ça c'est quelque chose ici qui est souvent demandé, c'est de la chute, en tout cas des phénomènes de retenue de chute. Donc on va d'abord venir tendre notre filet qui est modélisé uniquement avec des beams, et ensuite on va venir lâcher un objet pour voir si l'objet peut être retenu, s'il n'y a pas de problème de rupture du filet. Là, juste pour information, tout est modélisé avec des beams, et les beams entre elles ne sont pas à nœud commun, mais sont bien en contact. Donc ce sont des contacts qui viennent gérer l'ensemble de ces beams. Voilà, c'est quelque chose un petit peu plus exotique, juste pour montrer le contact. Alors ça, c'est presque ce qu'on est en train de nous demander le plus, en fait, hein. C'est en cas de transport, hein. Je pense qu'avec voilà, les confinements successifs, choses comme ça, les sociétés se demandent de plus en plus de comment transporter leurs pièces. Est-ce que le transport va se faire bien? Est-ce qu'on peut améliorer la géométrie ou l'empilement ou choses comme ça? Donc là, c'est pareil, c'est du transport, de la sécurité. Ou ici, c'est ce qu'on a du misuse, hein, de la mauvaise utilisation. Bah, si ma structure tombe, si elle est mal utilisée, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, en plus, vous voyez que vous avez l'interaction flux-structure de type sloshing avec de la déformation de la matière. Donc l'interaction flux-structure plus de la déformation de la matière. Ici, là, c'est du process de mise en forme. Là encore, alors là, on est sur du quasi statique, mais c'est quelque chose qui est très courant avec Asina, parce qu'on a de très fortes non-linéarités, tant matérielles, hein, vous voyez ici, des déformations plastiques qui sont très importantes, de grands déplacements, des contacts qui sont rudes, et surtout, contrairement à l'implicite, notre structure n'est pas forcément bien contrainte. C'est-à-dire que on pourrait se retrouver, si on fait ça en implicite, à des problèmes comme par exemple un pivot nul, hein. La matrice ne sera pas bien contrainte et on va avoir des difficultés. Donc vous voyez ici, ça c'est chose qu'on peut faire très bien. Ici, bon, ça ce sont des très grandes non-linéarités avec des ruptures très soudaines, donc avec des gradients très importants. Ici, on a carrément ici, voilà, un peu comme une tranche de saucisson qui se coupe là, et on va voir la chute. Donc là, on n'a rien qui est contraint et tout est bien évolué dans le temps avec de la rupture de la matière. On a plusieurs modèles de rupture de matière qui sont disponibles, plus ou moins évolués, plus ou moins simples à mettre en œuvre, mais on arrive à modéliser la rupture de la matière relativement bien. Bon, pour finir sur les exemples, ici, ce sont des méthodes qui sont vraiment sans maillage, hein, c'est basé sur des éléments discrets. Donc, deux types d'éléments discrets ici disponibles, hein, le SPH ou le SPG. Donc, vous voyez, ici pour modéliser un fluide, ici plutôt pour modéliser de la matière. Et on a des interactions entre nos particules, donc nos méthodes sans maillage et notre maillage classique. Alors, dans le domaine d'application, ce qu'on voit, c'est la dynamique rapide. Quand on a de la dynamique qui est rapide et de forte non-linéarité. Quand on mélange les deux, on a l'application courante pour LSDINA et qui est vraiment la chose pour laquelle on va retrouver toute la puissance du logiciel. Et une autre chose, c'est pour faire du quasi-statique avec de fortes non-linéarités. Ça, quand on a trop de non-linéarité pour passer en implicite, pensez à passer à l'explicite. Finalement, l'intégration de LSDINA dans ANSYS. Ah bah oui, parce que LSDINA, on a vu que c'était un noyau de calcul.
Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour créer les modèles en input et les post-traités? Alors pour ça, l'ESINA maintenant est complètement intégré à l'environnement Workbench, est complètement intégré dans le workflow Workbench. Et donc, vous allez retrouver maintenant, si vous êtes familier avec Workbench, vous allez retrouver les cases LSINA que vous pouvez faire un clic, un drag and drop dans votre projet et vous pourrez coupler ainsi une géométrie avec une analyse structure et une analyse LSINA, avec une analyse thermique. Vous pourrez coupler plusieurs analyses LSINA entre elles. Alors, vous avez vraiment toute la puissance de la gestion de projet workflow dans lequel maintenant on peut intégrer LSDINA. Maintenant, si on rentre un peu plus, LSDINA maintenant, pour créer le modèle et pour faire les post-traitements, il est complètement intégré à Mechanical et donc on voit exactement la même physionomie, la même géométrie que ce qu'on a l'habitude avec Mechanical. Et donc, c'est-à-dire que ça veut dire que les personnes qui sont habituées à utiliser Mechanical, on aura moins de problèmes à utiliser LSDINA, puisqu'on va retrouver la même arborescence avec un peu les mêmes options et les mêmes façons de faire, que ça soit pour le maillage, le traitement de la géométrie dans SpaceClaim, dans Discovery Modeling, ou dans l'imposition des conditions limites, des chargements et le post-traitement ensuite. Alors le post-traitement, lui, va se faire une partie sur Mechanical et une autre partie pour encore également se faire sur LS Prepost. Donc là, vous possédez vraiment avec ça toute la puissance de l'environnement ANSYS, tant sur Workbench que sur Mechanical, pour mettre en données vos modèles de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Voilà. Alors, voilà, c'est fini pour moi. J'ai à peu près tenu mon timing. Maintenant, je vais passer la main à Charles pour qu'il vous présente son application. Encore une fois, vous verrez que c'est une application plutôt génie civil. Et vous verrez surtout ce qui est très intéressant dans son application, c'est que là, on va pas avoir quelque chose de classique, on va faire de l'impact ou un crash, mais on va avoir quelque chose qui est du domaine qu'on pourrait éventuellement penser du domaine du vibratoire et qui va être très long dans la durée. Et malgré ça, on obtient des résultats et donc ça montre vraiment le large spectre d'application de LSDINA. Je ne vais pas en dire plus. Charles, je te laisse la parole. Merci Benoît. Est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, pour moi, oui, c'est bon. Parfait, merci. Bonjour à tous. Alors, je vais prendre la main là. Et puis vous me direz aussi là si vous voyez bien mon écran. Et ensuite c'est parti. Hop, je passe en plein écran. Voilà, est-ce que c'est bon là pour le... Ouais, on voit le plein écran, Charles, c'est bon. Super, merci. Merci Benoît, merci pour ta présentation claire. Et puis c'est toujours bien d'avoir des rappels sur les schémas d'intégration implicite, explicite. C'est parfois un peu loin de nos projets. Enfin, c'est plutôt des choses qu'on voit à l'école, mais les rappels sont toujours bons à prendre, je pense, sur ces sujets-là. Alors, donc, comme disait Benoît, on va passer là à un cas pratique, disons un cas d'étude. Je vais vous présenter une étude là qui a été faite avec l'IRSN, donc entre géodynamique et structure et l'IRSN, qui est l'étude du comportement sismique d'un pont roulant sous LS-DYNA, une analyse transitoire explicite sous LS-DYNA. Je pense en avoir pour peut-être un quart d'heure, et puis ensuite on passera à une phase de questions, si vous voulez bien, si vous avez des questions. Et puis on prendra les questions à la fois sur la partie de Benoît et sur la mienne. Voilà. Alors, en quelques mots, là, on va dire quand même quelques mots sur l'IRSN et géodynamique et structure, le contexte un peu global de cette étude. Et puis assez vite, on va entrer dans le vif du sujet, là, sur mon étude en particulier, mon pont roulant. On va le présenter, les objectifs de l'étude et quelques résultats pertinents, puis les conclusions. Alors l'IRSN, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'expert public français en matière de recherche et d'expertise sur les risques nucléaires et radiologiques. Et Géodynamique et Structure, donc ma société, c'est un bureau d'études, un bureau d'ingénieurs conseil de 40 ans d'expérience,
Et aujourd'hui, on a 25 ou 30 ingénieurs, je dirais, hautement spécialisés. Et on est spécialisé, comme le disait Benoît rapidement à l'introduction, dans l'analyse du comportement des sols, des structures, des équipements et des interactions sous sollicitation cyclique, ou vibration et dynamique, séisme, explosion et thermomécanique. Donc on peut lister comme ça rapidement les principaux domaines d'expertise. Donc il y aurait les sciences de la Terre, géotechnique, dynamique des sols, dynamique des structures, interaction sol-structure et structure sol-structure, comportement thermomécanique des structures, vibratoire, calcul sismique bien sûr, EPS pour ceux à qui ça parle, ou études probabilistes de sûreté, tout ce qui est conception d'enceintes nucléaires, la multiphysique et la dynamique rapide. Donc la dynamique rapide, c'est plutôt le pôle dans lequel on va s'inscrire aujourd'hui. Et dernier point, la simulation numérique et la validation expérimentale. Donc si on fait un petit zoom rapide là sur la dynamique rapide, et qu'on regarde tout ce qu'on peut faire chez géodynamique et structure en classant les choses par risque, par exemple, ben, ça pourrait donner ça. Donc, il y aurait par exemple les risques industriels, donc ce qui est lié au transport, Benoît en parlait un peu tout à l'heure, donc transport de matières dangereuses, impact d'un navire sur une pile de pont, ballottement d'un réservoir, amérissage forcé, manutention, levage, stockage, explosion, souffle aérien, les risques naturels. Les risques naturels, bien sûr, le séisme en premier lieu. L'étude du séisme, c'est un peu notre cas de charge historique, si je dirais. Donc séisme avec interaction structure, sol-structure, endommagement, choc. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, du séisme et des chocs et des pièces mobiles. Mais aussi projectiles, impact, les agressions malveillantes, donc par exemple impact d'avion, explosion, et puis des applications militaires, balistiques, explosion en terre, explosion sous-marine, et carrément du spatial, impact hyper véloce, parachute. Voilà. Donc voilà une grande liste de ce qu'on peut faire et puis qu'on pourrait ranger dans le domaine de la dynamique rapide. Donc nous en particulier, on va plutôt s'intéresser à cas de charge sismique avec des pièces mobiles et des non-linéarités de contact, de frottement, glissement. Et un bref mot sur les méthodes numériques et après on passe au cas d'étude. Les méthodes numériques qu'on peut mettre au service de cette dynamique rapide, bah, ça va être des non-linéarités matérielles, géométriques, non-linéarités de contact, interaction fluide-structure, avec découplage Lagrange, ALE, ELR, méthode élément fine avec interface CEL, méthode SPH, bon, une liste de choses qu'on peut voir. Alors, un mot maintenant sur le contexte un peu dans lequel s'inscrit l'étude que je vous présente là. C'est un contexte international que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est le benchmark Socrate, qui a été lancé il y a un peu plus d'1 an maintenant, et qui vise à étudier le comportement sismique des ponts roulants, donc c'est exactement ce qu'on va faire cet après-midi. Ce benchmark, il a pour objectif d'identifier les meilleures pratiques en matière de modélisation des ponts roulants, et puis d'identifier un ou plusieurs critères de rupture pertinente de ces ponts roulants. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, là, ces ponts roulants sont des engins de manutention qu'on peut voir dans beaucoup d'industries, de hangars industriels, dans des ports, et aussi en particulier dans les bâtiments réacteurs de centrales nucléaires. Et ça, c'est un sujet qui intéresse particulièrement l'IRSN, entre autres l'IRSN, puisque on va s'intéresser en particulier à la fragilité sismique d'un tel équipement, qui est un équipement, on appelle ça un équipement, mais c'est un équipement qui pèse plusieurs tonnes et qui est en interaction avec la structure sur laquelle il est appuyé. Enfin, c'est un équipement énorme. Donc c'est à ça qu'on s'intéresse aujourd'hui. Et la force un peu de ce benchmark, là, donc sur lequel il y a une vingtaine de participants internationaux qui travaillent, c'est qu'on va confronter des simulations numériques aux résultats d'essais sur table vibrante. Donc on a des essais qui ont été réalisés par le CEA Saclay sur une table vibrante, la table vibrante Azalée, d'une maquette réduite de pont roulant à l'échelle 1/5, que vous voyez sur la photo à gauche. Et donc ce pont roulant était soumis à une batterie d'essais, donc beaucoup de runs sismiques, des
simulations sismiques, et aussi des coups de marteau, des bruits blancs, des choses comme ça pour calibrer le modèle. Et vous voyez bien sûr là sur la photo, c'est assez évident que ce modèle est largement instrumenté. Donc on a une batterie de résultats qu'aujourd'hui on utilise et qu'on confronte à des simulations numériques en fait. Donc c'est voilà, c'est dans ce cadre-là que mon étude se situe, même si en tant qu'organisateur ou animateur du benchmark Socrate, je ne suis pas participant. Je suis pas participant de ce benchmark. Bon, enfin, c'est quand même ce modèle-là que j'utilise aujourd'hui. Alors, en quelques mots, les besoins de l'étude. Donc, on a besoin de réaliser le modèle du pont roulant qu'on voit là. Donc, on part de la CO et puis on le maille. On va bien sûr avoir besoin de modéliser les phénomènes de frottement, glissement et choc au niveau des galets. Et on va avoir besoin, entre autres, de réaliser des simulations sismiques, donc transitoires sismiques. Sur quelques secondes. Alors, les séismes, ils peuvent faire 20 ou 30 secondes. Mais moi, je vais les couper sur une durée de 6 secondes. Alors, je dis entre autres parce qu'en plus de ça, on va faire des analyses modales pour caler le modèle. On va faire des poids propres, bien sûr. Et on va faire des runs courts, des impulsions, ou des bruits blancs aussi. On ne va pas forcément en parler aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur le chargement sismique. Alors, premier sujet là, pour revenir un peu au sujet dont parlait Benoît, là, le choix du solveur implicite ou explicite. Alors, c'est vrai qu'en le chargement sismique, il est un peu en termes de vitesse de sollicitation, il est un peu à cheval, je dirais, entre les deux solveurs. C'est-à-dire que c'est pas franchement rapide comme un choc ou une explosion. Là, il n'y a pas photo, on va forcément travailler en explicite. Et inversement, c'est pas non plus quasi statique au point qu'on soit sûr de pouvoir partir avec l'implicite, avec le solveur implicite. Bon, donc c'est pas forcément la vitesse de la physique qui va nous diriger vers l'un ou vers l'autre, sauf que là, en plus d'un chargement dynamique, on a des non-linéarités de contact, donc on a des grands déplacements, du roulement, du glissement. Donc je dirais que c'est plutôt ça qui nous fait partir sur le choix du solveur explicite. Donc voilà, et on va partir nous sur ANSYS LS-DYNA, c'est ça que je vais vous montrer, une étude réalisée sur LS-DYNA. Et par contre, bien sûr, le fait de faire ça avec un solveur explicite, comme Benoît a dit tout à l'heure, c'est que on va être contraint sur le pas de temps, et donc attention à ne pas avoir des temps de simulation qui explosent. C'est-à-dire que si on a quand même 6 secondes à simuler, eh ben, il ne faut pas se retrouver avec des centaines d'heures de calcul. Enfin, ou en tout cas, il faut mettre les moyens de calcul en face adéquats. Enfin, il y a ce sujet-là à traiter, quoi. Alors, il y aura également, on en parlera un petit peu de la mise en gravité. C'est-à-dire qu'avant de soumettre le pont roulant aux accélérations du séisme, il faut appliquer la gravité. Et on pourra parler aussi un petit peu de l'amortissement. Alors voilà, quelques mots là sur le modèle. Donc c'est un modèle qui contient le modèle que j'ai utilisé là dans les résultats que je vous montre. Il contient 70 000 nœuds et 60 000 mailles, dont principalement des coques. C'est-à-dire que tout ce qui est élément poutre en fait, et plaques en fait. Tout ce qui est poutre et plaques, j'ai plutôt mis des shells, des coques. Et par contre, là où il y a des contacts, donc entre les galets et les rails, j'ai mis des volumes, des briques. Et voilà, on en arrive à 44 000 coques et 16 000 briques. Et puis il y a 16 poutres, mais c'est un peu anecdotique, tout en bas du modèle, qui font le support entre le modèle et les plaques tout en bas, qui permettent en fait de modéliser des capteurs de force qui avaient sur la maquette, mais peu importe. Bref, donc il y a une volonté de modéliser plus finement là où il y a des contacts. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt judicieux, mais attention, encore une fois, on ne peut pas se permettre de faire des éléments aussi petits qu'on veut, parce qu'on vient diminuer le pas de temps de la même manière qu'on diminue la taille des éléments.
Et ça, on s'en est rendu compte assez vite. Et en l'occurrence, là, mes galets que vous voyez dans les images à droite, ils sont quand même maillés très très finement. Je pense que les mailles des rails que vous voyez à droite, ils ont des tailles d'environ 7 mm. Donc dans les galets, c'est plutôt encore un petit peu plus petit. Et finalement, c'était même jugé un peu trop petit et le temps de calcul trop long. Donc on a passé les galets en matériaux rigides. Bon, voilà, donc ça c'est un choix, c'est une manière de faire. Sur les galets, pourquoi pas. Sur les rails, c'est impensable de passer les rails en matériaux rigides, évidemment, puisqu'ils font toute la longueur des poutres et qu'ils se déforment pas mal. Voilà. Enfin, voilà ce qu'on peut dire sur le modèle. Juste un petit détail là, si vous voyez bien à l'écran, les galets, ils sont modélisés, donc évidemment la forme cylindrique qui permettrait au galet de rouler, mais en l'occurrence il ne roule pas, il fait que glisser. Et il y a aussi le petit débord là, qui fait une maille de largeur, qui est en fait la joue du galet qui permet au chariot, en tout cas aux éléments mobiles, de ne pas dérailler. Donc il va falloir aussi traiter ça, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi traiter le contact entre la joue du galet et la face latérale du rail. Alors, quelques mots sur les grandes étapes des calculs et puis quelques mots-clés importants, là, les grandes cartes LS-DINA qui ont été utilisées. Alors, ce qu'on va faire avec cette étude, on va d'abord faire une calibration modale. Ça, je ne vais pas vous en parler plus que ça lors de cette présentation, mais je peux vous dire quand même que on a pu faire des analyses modales. D'ailleurs, on a fait ça sur LS-DINA. Je saurais pu vous dire peut-être en utilisant implicite eigenvalue, quelque chose comme ça, je sais plus, enfin un solver implicite de LS-DINA qui permet de faire ça, donc ça c'est très bien. Et ce qui était assez intéressant aussi, c'est qu'on peut comparer ces modes à des modes expérimentaux qui ont été récupérés par le CEVA. Voilà, parce que enfin, ça c'est pas quelque chose d'évident, c'est que en fait, suite à ces essais sur table vibrante, le CEA arrive à récupérer les modes de déformation de la maquette. Donc en fait, on a les déformés modales expérimentales. En plus des fréquences. Les fréquences, on les a bien sûr, fréquences propres dans chaque direction. Mais on a plus que ça, on a la déformée, la forme du mode. Donc du coup, on peut identifier chaque mode, et on a la fréquence, et on peut comparer ça à ce que nous donne nos simulations numériques. Donc ça a été fait, on a recalé le modèle, on a joué un petit peu sur les raideurs, mais pas trop, un petit peu sur les raideurs d'appui. Voilà. Ensuite, il faut mettre sous gravité le modèle. Ça, on va en parler, on va détailler un petit peu ce cas de charge-là. On va caler les coefficients de frottement plutôt sur la base d'essais impulsionnels. Donc ce sont des runs courts, juste un pulse, quoi, une impulsion en accélération dans une direction seulement qui permet de caler les coefficients de frottement en une direction. Une fois en X par exemple, puis une fois en Y. Ça, je ne vais pas vous montrer ça, on va plutôt passer directement au séisme. Et on peut étudier différentes configurations de la maquette, donc centré, ou centré, décentré. Le chariot peut être au centre ou un peu décalé. Et on peut choisir d'avoir tous les galets qui sont fixes et donc flottants, ou la moitié des galets flottants et la moitié des galets roulants. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut faire, voilà tout ce qu'on a fait. Nous, on va surtout se concentrer, je dirais, sur la mise sous poids propre et la simulation sismique. Alors, au niveau des cartes LS-DINA, donc, pour faire du contact, on utilise contact automatique surface to surface, et on déclare des contacts entre chaque face de galet et face supérieure des rails, bien sûr. Donc ça, il y en a 2 x 4, il y en a 8 en tout, des galets comme ça. Et également entre les joues des galets et les faces latérales des rails. Donc, vous le savez sûrement, ça demande l'utilisation de cette carte-là, l'utilisation des contacts, ça demande de faire attention à des notions de pénétration tout au long du run, mais avant tout des pénétrations initiales. Donc, j'introduis dans mon modèle des petits gaps à l'instant initial, c'est-à-dire que là où il y a des contacts, en réalité, moi, j'introduis dans ma géométrie un petit gap, un petit espace supplémentaire.
pour être sûr de ne pas avoir pénétration initiale, et à l'instant t égale 0, au moment où je commence à appliquer la gravité, bah, mes pièces tombent, et le contact s'établit comme ça, et puis on vérifie que le contact s'établit bien, qu'il n'y a pas de pénétration. Ensuite, en termes de chargement, donc, le premier chargement, le poids propre, ce sera load body Z. Ça, vous connaissez sûrement, ça permet d'introduire une courbe de gravité, courbe de chargement de gravité. Et le séisme, bah, boundary prescribed motion, là, on va imposer des accélérations par le biais de cette carte-là. En bas du modèle, au niveau des plaques, tout en bas du modèle. Alors, bien sûr, on va instrumenter notre modèle pour en tirer les informations dont on a besoin. Donc, on va mettre on va lui demander des informations à des nœuds en particulier, par exemple au milieu du chariot. Donc on va, dans Database History Node, on va lui demander on va renseigner le numéro du nœud qui l'intéresse, et puis on aura un tas d'informations qui va sortir, notamment déplacement, vitesse, accélération. Des capteurs de force, on peut venir mettre les poutres qui sont aux extrémités de mon modèle. On peut venir demander les forces à chaque instant du calcul. Et on peut aussi mettre des accéléromètres en utilisant cette carte-là, la Element Seatbelt Accelerometer. Voilà, alors, si on rentre un peu dans le cœur du sujet, le premier chargement qu'on fait, c'est un chargement quasi statique. C'est la mise en gravité. Alors, on voit que la mise en gravité, c'est pas, ça ne revient pas à appliquer tout de suite, instantanément, 9,81 mètres par seconde carré. Mais, enfin, on arrive à 9,80 mètres par seconde carré à la fin de quelques millisecondes, mais en fait, on part de 0 et puis on croît doucement. Là, je pense que cette forme-là, c'est un quart de sinus. Et puis quand on atteint 9,81, et ben on reste constant à 9,81. Donc ça permet d'avoir un chargement un peu plus doux, en fait. Et dès que, si vous voulez, là, dès que le pont atteint sa flèche sous poids propre, donc sa flèche sous poids propre, on ne la connaît pas a priori, donc on ne peut pas l'inventer. Pour la voir, il faut par exemple faire plusieurs calculs, il faut que ce soit itératif comme opération. Donc on peut faire un premier calcul avec une gravité unitaire dès l'instant t égale 0. Là, vous allez avoir un pont qui oscille, sans amortissement, vous allez avoir un pont qui oscille infiniment autour de sa position d'équilibre. Ça permet quand même de définir sa position d'équilibre, puisque c'est le centre, enfin c'est ça, c'est le centre entre la position min et la position max. Bon. Alors après, vous pouvez choisir d'amortir beaucoup, de faire le même chargement en amortissant beaucoup, mais si on amortit trop, on risque de louper la flèche sous poids propre, on risque de s'arrêter avant. En tout cas, si on n'amortit pas trop, on va voir, on va tendre vers cette flèche sous poids propre. Bon, et ce qui est fait là, c'est une manière de faire ce chargement de mise en gravité en essayant d'optimiser le temps de calcul, c'est-à-dire en étant le plus court possible. Donc dès qu'on a atteint la flèche maximale, on met de l'amortissement. C'est la courbe bleue que vous voyez là. On met 100% d'amortissement critique. Donc ça, c'est en utilisant la carte damping global sous LS-Dyna. Et cet amortissement critique, il est calé sur la fréquence propre du mode vertical. Et donc moi c'est 13 Hz, donc c'est à peu près 80 millisecondes. Et on laisse 100% d'amortissement pendant plusieurs périodes, au moins 3 périodes. L'idée étant d'amortir complètement et d'avoir aucune oscillation autour de la flèche. Et ensuite, on coupe l'amortissement. Et il faut qu'à cet instant-là, il n'y ait plus aucune oscillation, il n'y ait plus aucun mouvement dans le modèle. Ce qu'on va vérifier. Et moi, dans la suite du run, pour le calcul sismique, je n'ai pas remis d'amortissement, donc il n'y aura plus du tout d'amortissement dans la suite du calcul. Alors, donc si on veut regarder un peu ce que ça donne, donc là, j'anime mon modèle entre 0 et 0,3 secondes, donc c'est exactement la durée de l'application de la gravité. Et donc voilà, on voit qu'il s'affaisse. Il s'affaisse beaucoup parce que les déformés sont multipliés par 200. Et la flèche à droite montre que, déjà c'est bien, à droite c'est parfaitement plat. On a atteint la flèche, mais ça vous devez me croire sur parole, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'info, mais
On pourrait avoir loupé la flèche là en ayant mis trop d'amortissement, mais c'est pas le cas. Ça, il faut le vérifier en ayant fait un autre calcul a priori. Et par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que 0,3 secondes, c'est peut-être un petit peu long. En fait, finalement, on aurait pu s'arrêter avant encore, peut-être même 0,2. Bon. Enfin, voilà. Alors, on continue à toujours ce pas propre. Deuxième chose qui est importante là, pour valider un peu un calcul, c'est d'essayer de tracer un bilan d'énergie. Donc c'est ce qu'on a fait là en zoomant entre 0 et 0,3. Donc vous voyez là des énergies en 10 puissance moins 3 mégajoules. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pareil, on peut dire qu'entre 0,2 et 0,3 secondes, c'est plat. Donc ça c'est bon signe, c'est la même chose que ce qu'on voyait sur la flèche, c'est qu'il se passe plus rien. Donc on ne bouge plus, donc on est statique, c'est ce qu'on veut. Donc ça c'est parfait. Ensuite, juste vraiment au tout début du run, là, donc mes pièces tombent, elles viennent combler le gap initial qui est introduit dans mon modèle, et au moment où elles entrent en contact, elles se déforment. Donc qu'est-ce qu'on va voir comme énergie? On va voir bien sûr de l'énergie cinétique. Là. Alors l'énergie cinétique, là, c'est on n'en voit pas beaucoup, mais on la voit un petit peu, là, c'est la petite bosse, la bleu ciel que vous voyez. C'est en fait au début du run, les pièces tombent, puis elles s'arrêtent. Voilà, tout simplement. Et les autres énergies qu'on voit beaucoup plus, là, c'est la grande en rouge, qui est le travail des forces extérieures, donc là, c'est l'application de la gravité. Qu'on voit qu'on applique à peu près entre 0 et 0,1, après c'est constant, il ne se passe plus rien. Après ça repart coinçant, c'est mon séisme. Énergie interne, ce sont les pièces qui se déforment. Pareil, ça se déforme quand on applique la gravité, puis après ça se déforme plus. Et concernant l'amortissement, on observe qu'on consomme de l'énergie par amortissement à partir de l'instant auquel j'ai mis de l'amortissement. Puis après c'est plat et en fait ça va plus bouger tout au long du run parce que j'ai pas mis d'amortissement. Voilà. Voilà, donc là j'ai dit un mot sur chaque courbe d'énergie. Il y en a une autre là que vous voyez peut-être, c'est l'énergie de Hourglass. Je la trace toujours, mais tout simplement pour vérifier qu'elle est nulle, qu'il n'y ait pas d'énergie qui parte en déformation de Hourglass là dans mes éléments. Il pourrait y en avoir dans mes coques ou dans mes briques, en mettant les bons paramètres quand on définit les coques et les types d'éléments briques, ou en mettant les bonnes cartes contrôle, on arrive à supprimer ça. Donc là, c'est le cas. Hourglass est nul, donc c'est très bien. Voilà, alors, dernier point là sur le chargement quasi statique, on peut regarder, on peut venir faire, quand on définit les contacts, on peut venir lire les efforts qui transitent dans les contacts. Donc là, on peut faire tout simplement un bilan d'effort vertical par galet, en fait, et on va assommer sur 4 galets. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut dire? À droite, c'est plat, encore une fois. Bon, c'est plus un secret maintenant. Ça tend à peu près vers 20 kN, là, donc on retrouve à peu près les 2 tonnes de mon chariot. Et en dessous, au niveau des pièces vertes, là, les galets verts, ça tend plutôt vers 40 kN, parce qu'en fait, la pièce jaune, là, ou vert clair, elle fait, le chariot, il fait 2 tonnes, et les 2 grandes poutres vertes, elles font 2 tonnes aussi, donc tout ça fait 4 tonnes, donc à peu près 40 kN, voilà. Et ce qu'on observe aussi un peu là, c'est qu'il y a un temps pendant lequel l'effort est nul, alors que la gravité, on commence à l'appliquer dès t égale 0. Donc ça, c'est tout simplement le temps de chute libre, en fait. Et le temps de chute libre, il est double au niveau du chariot par rapport au niveau des poutres en verre. Ça, c'est tout simplement parce que le gap, il est identique, en fait. Donc, tout le monde tombe à la même vitesse, et les galets verts ont comblé leur jeu, ils viennent taper sur les rails bleus. Et du coup, la pièce, le chariot, là, il a un trajet 2 fois plus grand à parcourir. Voilà. Alors on passe maintenant au chargement dynamique, là, au séisme. Alors, là, je vous trace
le séisme qui est imposé en bas du modèle. Donc là, l'accélérogramme, disons, là, qui voyait, je le commence à 0,3 secondes parce que moi, je sais qu'avant, je le décale en fait, parce que moi, je sais qu'avant, j'ai mon poids propre. Et il est tronqué à partir de 6,3 secondes. Donc ça, c'est un choix. Le séisme, il est potentiellement beaucoup plus long, mais je restreins mon calcul, tout simplement, pas un calcul qui dure trop longtemps, à ce que j'appelle la phase forte du signal. En tout cas, là où le signal est le plus intense, pour faire simple. Et il faudra juste vérifier a posteriori que, à la fin de quand on est vers 5-6 secondes, que les éléments mobiles se déplacent plus, quoi. Mais sinon, a priori, on s'arrête un peu trop tôt. Bon, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc l'intensité maximale de ces signaux, c'est 15 mètres par seconde carré, donc 1,5 G. Si on trace les spectres de réponse d'oscillateurs de ces deux signaux-là, en X et en Y, on a les deux graphes qu'on regarde plus bas. Donc on retrouve à peu près à droite 2 G. Enfin, à peu près 1,5 G, mais plutôt un peu plus de G. Je pense que c'est parce que j'ai tronqué le spectre à 30 Hz, mais j'imagine que ça continue de descendre après 30 Hz. Et par contre, on observe juste, petite remarque, on observe que ce signal, il est quand même un peu dopé à 8 Hz. Ça, c'est volontaire. Ils ont été dopés artificiellement. 8 Hz, c'est le mode propre fondamental horizontal de notre maquette, en X et en Y. Donc voilà, donc ils ont été un peu enrichis en 7-8 Hz, les films. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à dire. Je vous montre une animation maintenant de la simulation numérique entre 0,5 et 4 secondes. Donc ça, c'est le séisme. Avec un scale factor égal à 10. Donc, scale factor égal à 10, qu'est-ce que ça signifie? Quand on a des contacts et des pièces mobiles, ça veut dire que là, on va voir des éléments pénétrer les uns dans les autres largement, en fait. Pour voir les contacts, pour garder le respect des contacts, il faudrait être en scale factor égal 1. C'est possible, sauf qu'il ne se passe pas grand-chose en scale factor égal 1. Enfin, on ne voit pas grand-chose parce que les déplacements sont millimétriques ou centimétriques, mais c'est quand même léger. Donc là, vous allez voir bouger beaucoup. Je vais cliquer sur lire, comme ça vous allez le voir en direct. Ça va bouger beaucoup, sauf que ça va bouger tellement que ça va même sortir des rails, mais c'est lié à ce scale factor. Et ce que j'ai fait là, donc j'ai fait ça sur LS Prépost, et j'ai soustrait le déplacement d'entraînement, parce que vous voyez là, c'est le nœud qui est affiché, là, 528 000, je sais pas. Ça, c'est normalement, tout le modèle se déplace, hein, parce qu'il y a un déplacement d'entraînement quand même. Et donc on verrait, mais ce serait moins pratique pour faire une vidéo comme ça, là. On verrait tout le pont se déplacer. Donc là, on a soustrait le déplacement d'entraînement, il ne reste plus que le déplacement relatif par rapport au bas du modèle. Voilà, donc on voit plusieurs choses. On voit qu'on rentre en contact déjà, plusieurs fois, au niveau des rails bleus et au niveau des rails verts. Et ensuite, les pièces qui sont mobiles, elles tournent un peu. Alors vous voyez, quand les galets verts ils viennent taper dans les rails bleus, on voit aussi un petit peu la poutre bleue se déformer. Enfin, je ne sais pas si c'est flagrant, mais on vient déformer la poutre en flexion. Alors on voit aussi, mais un petit peu moins, une oscillation verticale. Bon. Alors si on reprend le même bilan d'énergie que tout à l'heure, ça c'est les mêmes infos que tout à l'heure, mais entre 0 et 4 secondes cette fois-ci. Donc vous voyez 0 et 0,3 secondes, on est là, on est tout à gauche. Et le plateau qu'on voit à 0,3 secondes, bah, c'est la fin du poids propre, là il ne se passe rien. Et à 0,3 secondes, je pense, mon séisme commence. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le travail des forces extérieures? On voit qu'il y a... Donc ça, c'est mon séisme. On voit qu'il y a 3 grosses marches, entre guillemets, là, 0,8, 1,8 et un peu avant 3, où le système se met en mouvement. Et ça correspond à des pics d'énergie cinétique là, sur la courbe bleu ciel. Il y a 3 pics assez marqués là.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a bien une énergie de glissement au niveau des surfaces en contact, là, qui croît tout au long du run. Donc il se passe bien des choses au niveau du glissement, mais c'est ce qu'on a vu sur l'animation, c'est-à-dire que les éléments se déplacent. L'amortissement, bon là il faudrait zoomer, mais il ne se passe rien, c'est tout petit et c'est plat en tout cas, parce qu'on n'en a plus mis pendant le run sismique. Et la courbe bleue, c'est l'énergie interne. Donc quand il y a une mise en mouvement, il y a des pics un peu plus importants, parce que, on l'a vu tout à l'heure, quand il y a contact entre les joues et les rails, et ben, on peut en arriver au point où on déforme les rails et les poutres. Donc on consomme de l'énergie interne. Et on voit aussi autre chose, c'est qu'il y a une petite composante là qui est permanente là. Et c'est ça, c'est du 13 Hz là, si on compte, je pense qu'il y a 13 pics sur une seconde, donc c'est du 13 Hz. Donc en fait on retrouve, je pense qu'on retrouve là mon mode vertical, qui n'est pas amorti, manifestement. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur l'énergie. Et donc, après, donc ça c'est un bilan, je ne l'ai pas dit, c'est un bilan d'énergie sur le modèle complet, sur tout le modèle. Et là, si je m'intéresse à autre chose, plutôt un bilan d'énergie cinétique uniquement, et en travaillant par groupe de parts. Donc là, j'ai rangé les parts un peu par couleur, là, comme vous voyez sur l'image à droite. Violet, c'est tout en bas. Ensuite bleu, ensuite vert, et ensuite jaune ou vert clair pour le chariot. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on retrouve bien les trois phases de mise en mouvement, là, qui sont les trois pics ici. Enfin, je dis ici, mais vous ne voyez pas bien sûr. Donc, les trois pics, c'est juste avant 1 seconde, juste avant 2 secondes et avant 3 secondes, disons. Donc, la première phase de mise en mouvement à 0,8 secondes. Donc, d'abord, les pièces violettes et bleues bougent ensemble, évidemment, puisque les pièces violettes et bleues, elles sont solidaires. Et après, il y a un petit laps de temps de fait. Après, la pièce verte, les girder beams, ça, les grandes poutres le long de X, elles bougent. Mais cette mise en mouvement, elle se fait un peu plus tard. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vient combler un jeu, on vient combler le jeu qu'il y a entre les rails, les galets verts et les rails bleus. Et donc une fois que ce jeu est comblé, ben, on vient mettre en mouvement la pièce verte. Donc il y a un pic sur l'énergie cinétique. Et après, mais bien après, on vient mettre en mouvement la pièce, le chariot, quoi, en vert clair ou jaune, qui est la courbe à croix là, sur mon graphique. Donc là, pareil, si on ne la met pas en mouvement rigoureusement en même temps que la pièce verte, ça veut dire qu'elle commence d'abord par glisser, et après, elle adhère et elle se déplace. Voilà, donc ce genre de graphique permet de faire ce type d'analyse-là. Alors bien sûr, il faut, mais c'est un exercice un peu délicat, il faut, après, c'est intéressant de regarder ces courbes-là en parallèle à côté de l'animation, pour confirmer un peu tout ça. Voilà. Alors là, c'est un zoom sur un galet ou deux galets, disons. On va regarder les galets verts sur les rails bleus. Et on va se mettre le long des sommiers, donc les deux galets sont l'un derrière l'autre. Et en dessous, je trace l'effort de contact entre le galet, la joue du galet et la face latérale du rail. Donc cet effort, tant qu'il n'y a pas contact, il est nul. Et dès qu'il y a contact, il passe non nul. Et les couleurs, là, les couleurs, les courbes, je pense que ça correspond aux couleurs des GAL 1.1, GAL 1.2 que je vous ai écrit à gauche là. Donc nous, c'est plutôt la courbe rouge et verte là qu'on va regarder. Le galet qu'on a devant nous là sur l'image, c'est le galet rouge, il s'appelle GAL 1.1. Et donc là, je suis en scale factor égale 1, donc on ne pénètre pas, c'est les déformations réelles. Alors on peut compter le nombre de contacts, on peut regarder à quel instant ça se met en contact. C'est un exercice un peu fastidieux, mais je l'ai fait là pour être sûr de la couleur et du nom que je donnais au galet, donc j'ai essayé de confirmer ça, mais c'est un peu délicat, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que au début du run, là, les deux galets touchent ensemble, donc c'est-à-dire que la pièce est droite. Et par contre, plus tard, après 2 secondes, on a soit que le galet vert qui touche,
par exemple à 2 secondes, 2,25, entre 2,5 et 3, mais le galet rouge ne touche pas. Et inversement, après 3,5, le galet rouge touche, mais pas le galet vert. Donc là, ça veut dire que la pièce, elle s'est mise de biais, et il n'y a plus qu'un seul des deux galets qui touche. Et donc ça, c'est ce qu'on voyait sur la première animation que je vous ai montrée, là, où on voyait le pont en entier en x10, en scale factor 10. On voyait nettement quand même la pièce verte se mettre en biais. Voilà ce qu'on peut dire. Même chose sur l'étage supérieur du modèle. Cette fois-ci, on regarde les galets jaunes, donc les galets du chariot. Alors vous allez voir, je ne me suis pas mis dans le repère des pièces vertes, donc on va voir les pièces vertes tourner. Donc ça permet de les voir tourner, mais par contre ça ne permet pas très bien d'apprécier le contact entre les galets et les rails. Enfin, au moins on voit bien que ça tourne. Et là on voit aussi un petit peu plus la composante verticale. Et au passage, vous voyez un gap là entre le chariot tout en haut et les supports de mes galets. Alors dans mon modèle, il y a un Constraint Nodal Rigid Body, CNRB, qui est modélisé par un ensemble de poutres, un réseau de poutres qui relie plusieurs nœuds entre eux. Je les ai supprimés de l'affichage, mais ils sont là en réalité. Voilà, alors du coup, on peut regarder la même chose vue d'en dessous pour bien voir. Et pareil, on peut faire l'exercice, mais c'est vraiment compliqué là, à l'échelle en scale factor 1 de voir quel galet touche. Mais ça permettrait de voir, il faudrait vraiment zoomer sur chaque galet, quel galet touche à quel moment, et de confronter ça au diagramme de force là, que j'ai mis en dessous. Voilà. Alors les efforts, là, ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde la valeur des efforts, ils sont quand même moindres ici, là. Ils sont plutôt de, disons, au max 10 kN pour ces galets-là. Alors que là, ils sont plutôt, le max, c'est plutôt 40 méganewtons. 20, 40. Donc c'est plus quand même. Et c'est plus, les contacts sont quand même plus, je sais pas comment dire, ça a l'air moins bruité, plus long dans le temps. Vous voyez, ça fait vraiment une courbe plus large, d'amplitude plus importante, mais aussi un peu plus. Tandis que là, ça a l'air un peu bruité, bon, c'est un peu différent. Mais il y a moins de masse aussi en jeu, parce qu'il y a juste la masse du chariot, là où en dessous, il y a la masse des poutres vertes plus du chariot. Alors, je regarde un peu la montre. En fait, je pense que j'ai... Benoît, tu peux me dire là si j'ai encore un petit peu de temps ou pas du tout? Ouais. Ouais, on va vraiment juste finir ce que tu allais dire et puis après on va passer aux sessions des questions. Ouais, j'ai été un peu long, désolé. Ouais, je fais cette slide et après je passe à la slide conclusion. Et si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poster. Alors, un dernier truc que je peux vous montrer là, mais vous l'aurez compris, j'ai plus de temps du tout. On peut refaire le bilan de force verticale dans les galets, mais cette fois-ci en allant pendant le chargement sismique, jusqu'à 4 secondes par exemple. On peut mettre en évidence les moments de décollement des chariots ou des poutres. Donc là, en l'occurrence, vers 2 secondes, le chariot décolle. Et par contre, les poutres vertes ne décollent jamais. Alors ça, c'est la somme des 4 efforts aux 4 galets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un galet qui décolle à un moment. Bon, en tout cas, on met en évidence là, le décollement à quelques instants là, du chariot vers 2 secondes. Ouais, Benoît. Je me mets sur la slide conclusion. Super. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on a le modèle que je vous présente là. C'est un modèle qui tourne avec un bilan d'énergie qui est a priori cohérent, pas d'anomalie flagrante. Donc, je dirais que c'est un modèle plutôt qui est bien conditionné avec un bon comportement numérique, qui tourne en un temps raisonnable. Qu'on pourrait améliorer, je pense que mon avis, c'est qu'on pourrait encore passer sur des mailles plus grosses et gagner du temps juste comme ça, c'est assez simple. Les contacts sont bien modélisés, il n'y a pas de pénétration.
et on a les bons ordres de grandeur en termes de déplacement, accélération, même si on n'a pas eu le temps d'en parler. Bon. Et des choses qu'on peut avoir envie de faire sur ce même modèle là, c'est de je vais sauter quelques points pour aller vite. Les galets roulants, là, moi je les ai modélisés de manière très simple. J'ai dit que c'était des galets flottants fixes, mais avec un coefficient de frottement nul. C'est pas complètement faux, mais c'est un peu limitant quand même. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie d'avoir des galets qui roulent plutôt en utilisant des joints cinématiques. Il faudrait utiliser des cartes comme Constraint Joint Revolute Local. Voilà. Et ensuite, en regardant les courbes de déplacement et en les confrontant aux essais, eh ben, on peut avoir envie de régler les jeux initiaux du modèle et les coefficients de frottement. Bon, voilà. Et puis la question des oscillations verticales qu'on a vu là dans les courbes de bilan d'énergie, peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur l'amortissement. Bon. Voilà, c'est juste des pistes comme ça que je mets. Voilà, j'ai fini. J'ai fini, désolé d'avoir été si long. Et du coup, Benoît, comment tu souhaites reprendre la main, peut-être l'écran? Ouais, je reprends la main. Bon, merci beaucoup, Charles. Donc, effectivement, c'était long, mais c'était très intéressant. Je te remercie pour ta présentation. Donc voilà. On va passer à la session de questions-réponses. Donc déjà pas mal de monde ont posé des questions. On va y revenir, on va essayer de tous y répondre. Pendant que vous finissez de poser ces questions, juste 2-3 dates peut-être importantes. Là, vous avez suivi un webinaire sur LSDINA. Si vous souhaitez aller plus loin, on vous propose une formation inter-entreprise qui s'étale sur 3 jours, dont je suis le formateur. Donc c'est au mois de novembre, il y a encore des places, il y a encore quelques places, donc si vous voulez participer, vous pouvez vous rapprocher de nous. On a parlé de implicite, explicite, donc si plutôt la partie classique, mécanicole, ANSYS, vous intéresse sur le même créneau de date à peu près, hein. On a une formation, donc là ce n'est pas moi, c'est un de mes collègues en Suisse qui donne cette formation. Et donc vous pouvez également vous inscrire, il reste encore quelques places sur ce créneau de formation sur ANSYS Mechanical qui va durer ici sur 4 jours. Et on dit 4FM, on essaye vraiment de faire vivre ce monde autour de la simulation. Donc on a encore une série de webinaires, cette fois-ci le 7 décembre, à des horaires qui sont différentes, sur la simulation mécanique au sens large, autour de Mechanical. On va parler de dynamique, de vibration, d'optimisation topologique, de couplage ou encore de fatigue, et quelque chose qui est une application directe d'ANSYS Mechanical à l'industrie horlogère. Donc là encore, pour le 7 décembre, vous avez un webinaire si ça vous intéresse, si vous voulez continuer à être informé via ce biais du webinaire par nous. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc on va passer aux questions. Donc là, le rappel de Charles a été productif parce que vous avez été nombreux à poser plein de questions. Alors, je vais commencer à répondre aux premières parce qu'elles me sont directement adressées, et après, je vais en aurai quelques-unes pour Charles. Donc, il y a un genre regroupé de 3. À partir de quelle version de Workbench on trouve LSDINA? Et l'autre, c'est est-ce qu'il y aura toujours le LSDINA pré-post, donc LS pré-post, hors Workbench? Alors, en fait, LSDINA est présent dans ANSYS depuis très très longtemps, parce qu'on pouvait faire du LSDINA en APDL, hein. Donc, vous voyez, c'est présent depuis très très longtemps. Après, dans Workbench, pareil, c'était implémenté au début par des ACT, il fallait installer les extensions. Et en fait, pour répondre clairement à la question, pour donner une date, hein, moi je dirais 2021 R1, pour moi c'est ça, où c'est vraiment intégré, ou quand vous téléchargez le structure package, le package structure plutôt, on va le faire en français, vous avez LSDINA, bien sûr si la licence le permet, vous avez LSDINA qui est intégré, et là on commence vraiment à avoir un produit qui commence à être mûr, hein. Donc voilà, pour répondre. Après, ANSYS LS Prépost,
LS-Prepost et LS-DINA en tant que solveur unique, oui, il existe encore. Est-ce qu'il a toujours vocation à exister? Pour l'instant, moi, je ne sais pas. A priori, oui, hein, mais ça, ce sont des décisions qui ne m'appartiennent pas. Vous comprendrez bien, qui se prennent beaucoup plus haut. Mais pour l'instant, oui, ça, on aura encore accès. Et par exemple, à la formation que je viens de vous exposer là en novembre, à la formation que je vais donner, dans la formation, on parle de LS-DINA dans Workbench, dans Mechanical, mais on va aussi sur S-Prepost pour mettre en données, pour faire les post-traitements. On fait encore beaucoup de post-traitements avec S-Prepost, par exemple. Donc voilà, pas de panique, ça, pour les apps de S-Prepost, vous aurez encore cet outil. Alors peut-être des questions pour Charles. Peut-être nous en redire un petit peu plus sur la mise en gravité, parce que là, je vois, vous avez fait la gravité en implicite ou en explicite, avec ou sans relaxation dynamique. Donc peut-être, Charles, tu peux peut-être nous en dire, alors pour moi, je connais la réponse, mais pourquoi tu l'as fait comme ça? Et pourquoi, est-ce que les autres méthodes ont été investiguées? C'est une question pertinente, c'était pas très clair. Moi, mon chargement gravité, c'est explicite. Donc en fait, c'est le même schéma d'intégration temporelle que pour le chargement sismique. En fait, c'est tout fait en explicite, y compris la mise en gravité. Bon, donc ça, c'est un choix, mais qui va un petit peu dans le sens de la simplification. C'est-à-dire, pour un premier jet, pour moi, c'était assez simple de faire comme ça. En effet, c'est pas une question bête, hein, parce qu'on pourrait très bien, la mise en gravité, c'est vraiment du quasi-statique. On pourrait tout à fait faire de l'implicite, déjà. Premier point, ça c'est sûr. Je ne l'ai pas fait du tout, j'ai même pas essayé. Et puis après, on repasserait en explicite pour le sismique. Et on pourrait aussi, celui qui pose la question a raison, on pourrait faire de la relaxation dynamique. Ça c'est quelque chose qui existe sous LS-DYNA et que j'ai à peine essayé. J'ai quand même essayé un petit peu, sans aller vraiment plus loin. En fait, ma première impression, c'est que c'était un petit peu long. Mais j'imagine que c'est quand même quelque chose qu'il faut recaler, peut-être avec des paramètres, peut-être. J'ai assez vite arrêté. Je suis pas allé très loin et je suis passé en explicite un peu manuel là. C'est moi qui décris le chargement. Voilà. Mais en effet, on pourrait faire autrement. On pourrait faire de l'implicite, on pourrait faire de la relaxation dynamique. Ok, super. Toujours pour toi, Charles, d'où proviennent les accélérations? Est-ce qu'elles sont fournies par le CEA? Donc j'imagine le spectre de l'accélération que tu as mis en entrée. Ouais, ces données d'entrée-là, ce sont des données d'entrée qu'ont tous les participants au benchmark. Donc oui, c'est, disons, le CEA, oui, c'est ça, c'est le CEA. Ça fait partie des résultats de la campagne d'essai 2015 du CEA sur la table vibrante. Dans le cadre du benchmark Socrate, on a un certain nombre de résultats qu'on peut exploiter, et bien sûr avec les inputs, donc les accélérations qui ont été imposées à la table vibrante. Et justement, sur ces accélérations, encore une question, la structure est-elle sollicitée dans les trois directions par le même signal? Et peut-être dire aussi, est-ce que sur tous les points d'appui, elles sont sollicitées par le même signal? Je rajoute un petit peu à la question. Mais... Ouais, ça c'est une bonne question aussi. Il y a différents types de runs. Il y a eu des séismes X, Y, Z, et il y a eu des séismes X, Y, déjà. Et donc, quand il y a des séismes X, Y, Z qui ont été simulés, c'est trois signaux différents en X, Y, Z. Et quand ce sont des séismes horizontaux, bah c'est deux signaux différents en X et Y. Les signaux sont toujours différents pour chaque direction. Mais il n'y a pas toujours les trois directions, parfois il n'y en a que deux. Et alors par contre, comment ça se passe là sur la table vibrante? Ils imposent, il y a une consigne là, qui est donnée aux vérins hydrauliques qui mettent en mouvement la table vibrante. Et alors moi, c'est pas forcément ce signal de consigne là que j'ai, c'est déjà quelque chose qui est au niveau de la table vibrante, c'est un capteur d'accélération que j'ai utilisé au milieu de la table, un capteur unique au milieu qui me donne un signal en XYZ. Et moi, c'est ce triplet d'accélération XYZ que j'ai utilisé et que j'ai appliqué aux 4 appuis de mon pont. Alors ça, c'est déjà une hypothèse simplificatrice parce que ça revient à dire quand même que ma table, elle ne tourne pas du tout. Parce que peut-être que l'accélération aux 4 pieds de mon pont n'est pas identique. Bon, moi, j'ai un peu tué ce problème-là, j'ai simplifié le problème, et j'ai dit, tout le monde voit la même accélération, et tout le monde voit l'accélération qui est au milieu de la table. Voilà, mais ça, c'est un peu un choix de modélisation hein, qui va dans le sens de la simplification.
Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, parfait. Bah, je pense que c'était très clair. Bon, beaucoup de questions pour toi, Charles. On n'aura pas le temps. Je vais encore en prendre une pour moi. Et après, on reviendra pour certaines quand on peut. Alors, Ina demande quand est-ce qu'on pourra voir les présentations. La présentation sera en ligne sur YouTube, sur le site de 4FEM. Mais voilà, il y a un petit peu de temps de traitement, et puis après, elle y sera. Vous pourrez la voir. Certains demandent déjà la présentation de Charles. Alors, juste une dernière question, hein, c'est par rapport au crash. Il y en a qui demandent est-ce que c'est normal de ne pas prendre la gravité quand on fait des crash tests et est-ce que les masses et comment ça se passe au niveau des masses. Alors, effectivement, quand on fait l'explicite du crash ou des choses comme ça, on ne prend pas en compte la gravité, hein, parce que quand on est des accélérations, on est à plusieurs centaines de G. Donc, vous voyez, par rapport à la gravité, bon, c'est négligeable. Par contre, les masses, je vois que vous dites, on ne définit pas la masse réelle du véhicule. Ça, par contre, ça, c'est une erreur, hein. Il faut que la masse soit définie parce que on met une vitesse initiale, donc en fait, on va calculer une énergie cinétique, donc c'est un demi de mv carré. Si le m n'est pas bon, la sollicitation ne sera pas bonne. Donc, la gravité, oui, c'est normal puisque les accélérations sont beaucoup plus importantes par rapport à la gravité. Par contre, la masse, il faut qu'elle soit bonne. Voilà. Alors, une dernière pour Charles, et puis après on mettra fin. Combien de temps avez-vous mis pour réaliser l'étude numérique, mise en données, analyse, résultats, exploitation, etc. Très bonne question, ça. C'est dur à dire, hein, parce que je ne suis pas forcément à 100% sur cette étude-là. Combien de temps j'ai mis pour faire ça? Je pense qu'il y en a quand même pour de l'ordre d'un mois de travail quand même, hein. Oui, parce que je pense que ce qui est important de voir, c'est que là, pour lancer la simulation et avoir des résultats, des pièces qui bougent, ça ne va pas être très très long. Par contre, j'imagine que le temps qui a été très important pour toi, ça a été de recaler, de vérifier, parce qu'on voit bien que dans tous les sens, il faut vérifier, caler les amortissements, et à chaque c'est fois, un peu c'est des la runs, force et et à chaque fois, et je le pense que c'est danger ça de qui est important. l'explicite, c'est que la première fois qu'on lance le run, ça a tendance à marcher déjà. Et puis ensuite, on trace un bilan d'énergie et là, ça part dans tous les sens. Voilà. Donc, ça marche pas du tout en fait. Ça marche en apparence, mais ça marche pas. Puis, il y a quand même pas mal de temps à passer. Il y a pas mal de paramètres à caler, même numérique, sur les différentes cartes qu'on utilise. Il y a des choix à faire. Donc ça dépend quel niveau de connaissance on a de l'SDNA, mais c'est pas mal de temps à passer. Et une fois qu'on a un modèle qui tourne, sur un run, et ben là, on peut avoir envie d'en lancer plusieurs dans différentes configurations pour bien recaler les paramètres physiques, que ce soit le frottement, choses comme ça. Donc en fait, on peut y passer autant de temps qu'on veut, mais pour avoir un premier modèle qui tourne, c'est un petit mois déjà quand même, au moins. Voilà. Et puis, Il faut que ça tourne, c'est robuste après. ouais. Très bien. Bon, je vous propose d'en s'arrêter là. Je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre que nous à la préparer. Et puis, j'espère vous revoir très prochainement dans le domaine de la simulation. Merci Charles et au revoir. Merci Benoît, merci à tous.